Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Secrets du sport. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport, au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis à aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous ne me connaissez pas et me découvrez avec ce podcast, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite. Trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement des articles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Valentin Copin. Valentin est venu passer quelques jours à la Villa Superphysique après que l'on ait réalisé un épisode ensemble sur son podcast Licence Santé. Après quelques jours ensemble, il me semblait indispensable de faire un épisode où cette fois-ci je le questionne sur ce qu'il anime au quotidien, la disparition de la douleur et le développement de la mobilité. Au premier abord, on pourrait penser que c'est lié. Mais comme vous allez l'entendre, ce n'est pas du tout la même chose. Savez-vous d'ailleurs entraîner vos tissus conjonctifs ? Je vous préviens, c'est un épisode masterclass. Bonne écoute. Est-ce que tu es en forme ce matin, Val ? Hyper en forme. J'ai fait mon petit footing. Combien de temps t'as couru ? 25 minutes. Tu ne peux pas courir 1 heure à la base ? Je devais courir sûrement 1 heure, mais j'ai pris une belle montée, donc du coup 25 minutes, ça c'était suffisant. Parce que t'es descendu par en bas ? Ouais, je suis descendu, je suis parti après sur la gauche. Tu sais, moi c'est assez facile. J'essaie de prendre un chemin où je suis sûr qu'au retour je me trompe pas, donc je suis sur la même direction. Ouais. Bon, aujourd'hui, on fait un podcast sur un peu, on va dire, la douleur, la mobilité. Après, je donne des cours en CQP, donc au futur coach. Et souvent, c'est moi qui aborde de manière, on va dire, un peu rapide, vu que c'est un peu assez rapide, tout ce qui est mobilité et un peu réathlétisation. Toi, c'est quoi exactement ton travail de tous les jours? Parce que donc, je suis passé sur ton podcast, je te suis depuis un petit moment, plus ou moins de près. J'ai l'impression que ce qui te définit le mieux, ce serait spécialiste de la douleur. Ouais, Comment tu dirais, toi? moi ce que je dirais, c'est que j'aide un corps humain à devenir meilleur que ce qu'il peut être au moment où je l'ai entre les mains. Donc ça peut être quelqu'un qui a mal ou comme ça peut être quelqu'un qui cherche à performer dans un domaine. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une ère où on a pas mal de kinés qui s'improvisent un peu préparateurs physiques ou des coachs qui jouent un petit peu au kiné. Moi, j'ai du coup eu la chance de faire les deux cursus. Donc, j'y ai passé 10 ans, mais j'ai eu la chance de faire les deux cursus. Et ça m'a permis en fait d'avoir suffisamment de billes pour, si quelqu'un vient me voir parce qu'il a mal quelque part, avoir les compétences pour l'améliorer et lui enlever cette douleur. Ou si quelqu'un vient me voir parce qu'il a un objectif à atteindre de performance ou de bien-être, de pouvoir également l'amener vers cet objectif. Donc, moi, je pense que ce qui me définit le mieux aujourd'hui, c'est de me dire que je rencontre un être humain avec un point A, là où il en est aujourd'hui, qui a un objectif qui est un point B, et mon rôle, c'est de définir un petit peu ce trajet entre le point A et le point B et de l'amener le plus vite possible vers son point B, quoi. Et est-ce qu'on peut guérir toutes les douleurs? Honnêtement, je pense que si c'est pas des maladies qu'on connaît incurables, je pense que oui, les maladies, les douleurs articulaires, les pathologies articulaires, c'est-à-dire 90% des douleurs qu'on peut ressentir au quotidien, je pense qu'effectivement, oui, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande parfois d'essayer des choses qui vont pas marcher pour ensuite trouver la bonne porte d'entrée, mais je pense qu'effectivement, oui, c'est jouable. Vraiment, je pense que c'est jouable. Tu parles de porte d'entrée. Est-ce que tu peux définir ce que tu appelles une porte d'entrée? Une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver le stimulus, c'est-à-dire la contrainte ou le moyen d'agir sur l'organisme le plus efficace pour régler le problème. Ce qui sous-entend d'avoir déjà trouvé le problème à la base et donc de faire un bilan de qualité. Et puis moi, c'est peut-être ça le problème de base, c'est que pas grand monde ne fait de bilan ou n'a le temps de faire un vrai bilan. Tu sais, moi de mon expérience, quand j'avais eu mal au genou, j'ai toujours mal au genou, mais quand j'avais eu vraiment mal au genou en 2017, quand je m'étais fait le ménisque, et après, quand j'avais plus mal, après 6 mois de repos, on en reparlera. En fait, le bilan était très succinct. Tu peux plier, tu peux tendre la jambe. Bon, voilà quoi. Hmm. Ouais, alors ça, c'est un petit peu le problème actuel, c'est-à-dire que de mon point de vue, il y a deux.
contrainte qui s'exerce sur les kinés, parce que si on parle de douleur, à mon sens, il faut aller voir un kiné, hein, c'est là où on fait quand même la distinction entre douleur, on va voir un professionnel de santé, puisque c'est une question de santé. Performance, on peut aller voir un professionnel du sport. Mais le problème qui agit sur les professionnels de santé aujourd'hui, c'est que d'un côté, je pense qu'il y a un problème de structure par rapport aux tarifs qu'ils peuvent exercer, etc. Et que pour réussir à avoir... Parce que tout est réglementé, c'est ça qu'il faut dire. tout est réglementé par la sécurité sociale. Quand on est conventionné, moi c'est pour ça que je suis sorti du système et que je me suis déconventionné, mais quand on est conventionné, les tarifs qu'on peut appliquer sont fixés dès le début. Et donc, du coup, on va voir, peu importe le temps qu'on va passer avec le patient, on sera rémunéré de la même façon. Donc, c'est probablement un des rares métiers où moins bien tu travailles, mieux tu peux gagner ta vie. Donc, forcément, à partir de là, déjà, c'est un problème. Donc, du coup, c'est-à-dire que les kinés essaient de trouver le juste milieu entre je passe du temps avec le patient et je fais de la qualité de travail. Et en même temps, je pense à moi et au salaire que je vais pouvoir avoir. C'est deux choses qui sont différentes. Deuxième chose, c'est les compétences nécessaires pour faire un bilan cohérent. Et ça, c'est chose. Ça peut se travailler, par contre, je pense. C'est pas ce qu'on apprend normalement dans tout cursus de kiné? Bah, je connais pas toutes les écoles de kiné, mais c'est-à-dire qu'encore une fois, à l'école de kiné, on a un gros savoir théorique. Après, en termes de pratique, c'est beaucoup plus modéré, je trouve. En tout cas, dans le cursus que j'ai suivi moi. Et je fais le parallèle un peu avec les BPGEPS où je suis intervenu, ou les CQP où j'interviens. Et je vois les grosses différences en termes de contenu. Tu vois, moi, je mets beaucoup l'accent sur la morphoanatomie, bah, justement, la mobilité, de manière succincte par rapport à ce que tu fais, mais quand même, faire intervenir Clément sur la force athlétique, où il est corrigé sur les mouvements, Nico sur l'endurance, il y a des cours sur la naturopathie, bref, j'essaie vraiment d'ouvrir. Mais à chaque fois, je reçois des messages de personnes qui sont un peu étonnées sur les réseaux sociaux, qui me disent mais c'est quoi comme diplôme, qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, j'ai passé un CQP, c'était pas du tout ça. Ou est-ce que là, les écoles de kiné, c'est un peu au petit bonheur la chance en fonction de l'école où tu es? Alors, j'imagine, je suis pas trop dans l'éducation à ce niveau-là, mais j'imagine qu'ils doivent avoir un plan, une trame à suivre, des cases à cocher, et qu'après, ils font intervenir les intervenants, un peu comme toi tu peux faire, c'est-à-dire que bah, chaque école fait intervenir des personnes différentes. Et j'imagine que dans les personnes qui interviennent, bah, il y a forcément des niveaux différents. C'est-à-dire que bah, toi, par exemple, Clément, qu'on connaît tous les deux, qui est très très bon dans ce qu'il fait, mais une autre école va peut-être faire venir quelqu'un en force athlétique qui est moins compétent que lui. Donc forcément, l'étudiant qui va suivre le même cours, entre guillemets, mais pas par le même intervenant, va pas avoir les mêmes compétences. Et je pense qu'à l'école de kiné, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as des intervenants, en tout cas dans la mienne, qui étaient tout le temps là, et après, ils faisaient venir des intervenants extérieurs qui étaient des kinés et qui venaient de temps en temps. Déjà, ils sont pas enseignants. Et enseigner, c'est une compétence particulière. Je veux dire, tout footballeur, même les grands footballeurs n'étaient pas de grands entraîneurs. Et tous les grands kinés ne sont pas des bons formateurs. C'est pas, ça marche pas comme ça. Enseigner, transmettre une compétence, c'est vraiment un skill à développer. C'est loin d'être évident. Il faut savoir adapter le discours parce que dans la classe, tu as bon, 30 élèves. Les 30 étudiants, ils n'ont pas le cerveau qui fonctionne de la même façon, ils sont pas intéressés par la même chose. Et il faut que ton message il soit perçu, compris et que ça intéresse 30 personnes différentes. C'est vraiment, c'est difficile d'enseigner. Hein. C'est très, très dur. Hein. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des études de kiné, puisque toi, à la base, tu as fait des études de préparation physique? Ouais. Bah moi, donc après le master STAPS, j'ai commencé à travailler donc dans la préparation physique. Et ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'étais obligé de demander l'accord du kiné. Par rapport à quoi? Par rapport aux athlètes. C'est-à-dire que les athlètes qui revenaient de blessures, donc moi j'avais fait un master préparation physique et réathlétisation, donc j'avais pas mal d'athlètes qui venaient, qui sortaient de la kiné et que je devais ramener au niveau bah, plus performant que ce qu'ils avaient avant. Et à chaque fois que je voulais faire un exercice, je devais demander est-ce que au kiné, est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et je me suis rendu compte que bah, ils n'avaient pas forcément toutes les informations nécessaires ou toutes les connaissances nécessaires pour prendre la bonne décision. Et donc, j'ai voulu m'affranchir, en fait, de cette contrainte. Et du coup, j'ai dit, bah, comment on fait? Bah, il faut que je devienne kiné. Donc, j'ai fait première année de médecine et 4 ans de kiné. Hein. J'ai perdu 5 ans, mais au moins, je suis libre. C'est un peu l'idée que j'ai eue aussi avec, si tu veux, le déconventionnement. Du coup, on me demande pourquoi je me suis déconventionné. Et parce que j'ai regardé comment ça se passait. J'ai dit, T'as vu 16,13 €? j'ai vu, j'ai vu 16,13 €. J'ai dit ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai dit comment on fait pour s'affranchir de cette contrainte? Il faut me déconventionner. Je me déconventionne. Non, mais là, c'est plus compliqué, parce que dans un diplôme de kiné, si tu es conventionné, donc comme la plupart des kinésithérapeutes, en fait, tu es assuré d'avoir du travail en quelque sorte. Ah oui, t'es assuré de. Oui, bah, là, je pense qu'il y a pas Alors que un là, kiné. déconventionné, non. Ah, déconventionné, il faut que j'aille trouver mes patients. Il faut que Tu dois le rendre beaucoup plus cher. que je leur rende plus cher. Et puis après, il faut justifier aussi le prix. C'est-à-dire que un kiné.
conventionné, il n'a pas d'obligation de résultat. Il a une obligation de moyens normalement. Donc, il doit mettre à disposition du patient tous les moyens nécessaires pour le soigner. S'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Moi, si j'y arrive pas, je suis au chômage. C'est c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les patients, ils sont d'accord de payer, mais par contre, ils attendent un résultat. Et d'ailleurs, eux, peu importe les moyens, ils veulent le résultat. C'est-à-dire que s'ils viennent me voir parce qu'ils ont plus mal, ils s'en foutent de savoir ce que je fais, comment, mes études, tout ça. C'est pas quelque chose qui les intéresse, tu vois. C'est les diplômes, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est, je viens de voir parce que j'ai mal. Dans combien de temps j'ai plus mal? Qu'est-ce que je dois faire pour plus avoir mal? Et à la fin, il faut que j'ai plus mal, quoi. Sinon, j'ai perdu un client et ça va très vite, quoi. Très, très vite. Et dans combien de temps j'ai plus mal? Moi, je pense qu'honnêtement, après, ça dépend parce que, comme on sait, à partir de 3 4 mois, il y a un phénomène, c'est ce qu'on discutait par rapport à ton genou où tu as mal depuis des années, tu as un phénomène de sensibilisation centrale où, en fait, les informations concernant la douleur ne sont plus filtrées de la même façon par ton système et tout est perçu comme douloureux. Donc là, ça prend un peu plus de temps. Mais je pense que, honnêtement, si la douleur, elle est prise en charge suffisamment tôt, donc avant ces 3 mois, je pense que, si, en fonction forcément du degré de la lésion, mais je pense qu'en 2 semaines, une semaine, 10 jours, la douleur peut grandement diminuer, voire disparaître. Ça ne veut pas dire que tu es guéri, que tu as cicatrisé, que tout va bien. Mais en termes de perception de la douleur, on doit avoir des grosses. Moi, en tout cas, c'est ce que je donne à mes patients. Je dis qu'en une semaine, si on n'a pas une évolution significative sur la douleur, c'est que justement, c'était pas la bonne porte d'entrée qu'on a fait pour l'instant. Ça sert à rien d'y passer. Si ça marche pas en 2 semaines, s'il n'y a pas d'évolution en 2 semaines, il n'y en aura pas en 2 mois. Mais l'évolution, c'est zéro douleur? Ah ouais, c'est une bonne modulation des symptômes, c'est 90%, 100% de la douleur qui a diminué. Ouais. Et donc à ce moment-là, est-ce que tu peux reprendre l'activité que tu faisais de manière plus modérée? Ou tu conseilles même dès le début de ne pas l'arrêter? Alors, ça va dépendre du contexte et de la pathologie et de l'activité, mais dans la majorité des cas, oui, moi, j'évite d'arrêter complètement l'activité. Mais tu dis de faire un peu léger, de diminuer la charge d'entraînement. Ah, bah, souvent, on diminue drastiquement la charge d'entraînement. On repart, en fait, l'idée, c'est de trouver le seuil maximal toléré sans douleur. En tout cas, sans aggravation de la douleur ou des symptômes. Donc, l'idée, c'est de repartir assez bas. Ça se passe comment? Bien mal. On fait un peu plus. Ça se passe comment? Bien mal. Et on augmente comme ça. Et en parallèle à côté, on travaille spécifiquement sur ce qu'on a découvert lors du bilan. Qu'est-ce qui va pas, quoi. Parce qu'on sait que, tu sais, vous me disiez un peu tout à l'heure, moi, il y a plus de 20 ans, quand les gens disaient, bah, repos. Repos. Et donc, tu reprenais. En fait, tu étais complètement désadapté. Mm. Tes tendons étaient désadaptés, on va en reparler après. Tes muscles étaient désadaptés. Mm. Tout était désadapté. Donc, en fait, tu ne pouvais pas reprendre. Tu devais reprendre vraiment très, très, très bas. Et en plus, tu n'étais pas à l'abri de te refaire mal tout de suite parce que, en fait, tu avais une sorte de force que tu pouvais pas utiliser parce que tu t'étais désadapté complètement, on va dire, d'un point de vue des aponevroses, conjonctifs, etc. Bah, là, en fait, tu rentres dans un duel qui existe encore aujourd'hui, hein, et dans la kiné aujourd'hui, il y a encore cet affrontement, et même dans la préparation physique, il y a cet affrontement entre, en fait, on sait que tu vas imposer des contraintes à l'organisme, et que ces contraintes, potentiellement, elles peuvent créer la lésion. D'accord? Donc là, à partir de là, tu fais un choix. Soit tu enlèves les contraintes, soit tu donnes à la possibilité à ton organisme de supporter ces contraintes. C'est deux choses. Parce que techniquement, te mettre au repos, ça t'enlève la douleur. Si ça n'applique plus de Ah bah oui, mais contraintes. si tu fais plus rien, oui. Ah oui, mais donc techniquement, je réponds à ta problématique de je veux plus avoir mal. Maintenant, si ta problématique à toi, c'est je veux plus avoir mal et être en capacité de faire mon activité, dans ce cas-là, ça marche plus. Dans ce cas-là, il va falloir que ton organisme il soit en mesure de supporter les contraintes de ton activité. Donc, ça sous-entend déjà de comprendre l'activité que tu fais, ce qui est une compétence en plus, de comprendre les contraintes qui vont être appliquées sur ton articulation pendant ton activité, c'est une compétence en plus, et ensuite de comprendre comment je vais pouvoir donner à ton organisme les capacités de les supporter. Et ça aussi, c'est une compétence. Donc, ça fait beaucoup de compétences à avoir en plus pour une seule et même personne, un seul et même professionnel. Donc, c'est pas pareil de soigner quelqu'un qui, entre guillemets, s'est fait une petite lésion et ne fait pas grand-chose de sa journée. Donc là, en gros, on n'a pas besoin d'avoir énormément de capacité, on a juste besoin de les augmenter un petit peu par rapport à ce qui peut être demandé dans la journée. Mais quelqu'un comme toi qui s'entraîne tous les jours, si tu veux, les contraintes qui sont imposées sur le système, c'est pas les mêmes. Donc il va falloir avoir beaucoup plus de capacité. Et là, c'est un challenge, quoi. Et c'est ce qui est intéressant. Enfin, moi, c'est ce que j'aime faire. C'est un challenge qui se fait. C'est un challenge qui se fait très, très bien. C'est très bien, mais c'est juste qu'il faut savoir le faire, quoi. C'est comme si moi, demain, voilà, je viens de voir pour du coaching en musculation, j'ai jamais fait de musculation. Tu n'as pas trop fait pour l'instant. Toujours pas de pectoraux. Mais globalement, ça va être beaucoup plus facile pour toi de me faire progresser C'est sûr. que de prendre quelqu'un qui s'entraîne déjà depuis 10 ans, 4 fois par semaine, et là de le faire progresser. Mais c'est un challenge, ça veut pas dire que c'est pas possible. Mais Bien c'est des sûr, bien sûr. compétences supplémentaires. Est-ce qu'il y a des activités que tu peux voir que les gens pratiquent qui sont vraiment où tu te dis, même avec plus de capacité de contrainte, de toute façon, cette activité est faite pour nous faire finir en miettes? Bah, techniquement, le sport, hein, c'est pas quelque chose qui est bon pour la santé.
de base. C'est dur à dire, mais c'est-à-dire que ton organisme, il n'est pas fait pour répéter la même chose pendant 20, 30 ans sans arrêt. Donc à partir de ce moment-là, quand tu répètes la même activité et qui plus est, avec plus de fréquence, plus de volume, parce que tu vas atteindre un niveau de plus en plus élevé, plus tu prends de risques d'abîmer ton système. Il n'y a pas un athlète de haut niveau qui est en bonne santé. Ça n'existe pas. Et est-ce qu'il y a quand même une dose qui a été établie, je mets des gros guillemets, sur, en gros, vous pouvez courir 2 fois par semaine, ça c'est santé, 3 fois c'est pas santé. Alors, on peut pas être aussi catégorique, tu vois, parce que encore une fois, c'est une question de progressivité. Il y a des gens, ils peuvent courir tous les jours et ils iront très bien toute leur vie. C'est comment tu l'as géré, est-ce que tu as préparé ton corps? On le connaît, il y a une part de génétique. Qu'est-ce que ton corps il est capable de supporter déjà à la base? Déjà, on part pas tous avec les mêmes chances au départ. Donc ça, ensuite il y a le travail que tu vas faire. Tu vois, est-ce que tu vas préparer est-ce que on parlait de l'échauffement. C'est bête. Mais c'est quelqu'un qui a passé 10 ans, 20 ans à courir, mais qui s'est toujours échauffé avant d'aller courir, et quelqu'un qui va courir comme ça, où il pense que l'échauffement, c'est courir doucement, bah, ils finiront pas, ils peuvent pas supporter la même charge. Ça va pas marcher de la même manière. Donc, tu peux finir par courir tous les jours sans avoir de problème. C'est pas impossible, hein. Mais c'est juste, qu'est-ce que tu fais à côté? Quelle est ta génétique? Est-ce que tu as bien pris en charge tes petits bobos quand ils sont apparus? Ou est-ce que tu t'es dit, non, mais ça va, ma tendinopathie d'Achille, elle va passer, je peux continuer à courir dessus, et puis ça s'est aggravé, etc. C'est tout un contexte. Il n'y a pas vraiment de dose. Si je devais donner une dose, c'est sûr que se taper des ultra trails tous les mois, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Tu vois. Pas forcément une bonne idée pour la santé. Après, je peux comprendre que ça soit un challenge et que ça intéresse beaucoup de personnes. Mais je pense que les gens, ils savent quand ils en font trop. Déjà, ils ont mal et ils continuent à le faire. Déjà, c'est un signe. C'est un signe que ça va pas. C'est un signe que ça va pas. Euh, D'ailleurs, tu disais que la douleur en une dizaine de jours et jusqu'à 2 semaines pouvait, si elle était assez récente, tu pouvais la faire partir. Mm. Comment je la fais partir? Est-ce que je fais de l'isométrie et dans la position globalement un peu au-dessus où j'ai pas trop mal et un peu d'étirement léger, Mm. comme on peut voir régulièrement un peu partout. Est-ce que ça suffit? Bah, ça va dépendre en fait de où se situe la lésion, sur quel tissu on se situe, parce que bah, ça c'est ce qui est fantastique avec le corps humain, c'est-à-dire que on est composé, allez, si je dois dire, de deux grandes catégories de tissus. On a le tissu rouge, le tissu musculaire, et après on a tout ce qui est tissu blanc, le tissu conjonctif. Donc c'est une catégorie hein, de tissus. Il y a plein de choses dedans. Et en fonction du tissu qui va être abîmé, il va répondre à une contrainte qui va lui être spécifique. Donc, si je veux agir sur ton muscle, je peux pas agir de la même façon que si je veux agir sur, je sais pas, ton tendon, ton ligament ou autre chose. Donc déjà, à partir de là, on va avoir une spécificité dans l'exercice que tu vas pouvoir faire. On sait aujourd'hui qu'effectivement, notamment sur le tissu conjonctif, et c'est la majorité ça doit être représenté, je pense, 80-90% des lésions qu'on peut avoir, l'isométrie marche très bien. Ça marche très bien parce que ça permet de placer effectivement l'articulation et donc le tissu dans une position qu'on choisit. D'accord? Donc, on va pouvoir se placer plus ou moins proche de l'angle douloureux. Donc, l'idée, c'est d'être proche, mais pas d'être dans l'angle douloureux. On va pouvoir choisir l'intensité à laquelle on va contracter. Donc, ça va influencer, eh bien, la contrainte qu'on va mettre sur le tissu, parce que s'il est lésé, c'est qu'il peut pas en supporter beaucoup. Donc, on va pouvoir la choisir. On va pouvoir choisir la durée. Et ensuite, on va pouvoir faire varier l'intensité au cours de la durée. Et ça, vraiment, c'est des choses vraiment importantes parce que quand on veut agir sur la douleur, qu'on veut agir sur un tissu spécifique, l'idée, c'est de réduire le nombre de variables qui peuvent venir influencer et modifier ce qu'on est en train de faire. Et plus tu peux en contrôler, plus tu peux réduire, plus tu peux être précis, et plus tu es précis, plus tu es efficace. Maintenant, si tu veux agir sur le tissu musculaire, c'est pas exactement de la même manière. Le tissu musculaire, ça répond pas pareil. Ça a moins besoin d'étirement. Des fois, l'étirement, c'est pas forcément bon pour le tissu musculaire. C'est bon pour le tissu conjonctif, ça n'est pas forcément pour le tissu musculaire. L'isométrie, ça va être bon aussi pour le tissu musculaire, mais pas aux mêmes intensités, ça va pas répondre de la même manière. Donc c'est pour ça que le bilan, et on en revient toujours à ce qu'on disait au début, c'est que le bilan et les compétences, la compréhension de comment fonctionne l'organisme, c'est fondamental, et c'est pour ça que moi je passe mes journées à essayer de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Donc là, je récapitule sur ma question. Isométrie dans une position pas mal comme porte d'entrée Mm. et un étirement quand même léger, Bah, vu que l'excentrique, a priori, met plus de contraintes sur les tissus conjonctifs. ouais. En fait, le tissu conjonctif, il répond essentiellement à deux contraintes. Il répond à l'allongement et il répond à la vitesse. Donc, déjà, il faut éviter de commencer par les deux en même temps, ça risque de faire beaucoup. Donc, le mettre en une position d'allongement avec de la vitesse, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, la première chose, c'est d'aller chercher la position d'allongement. Donc, la position d'allongement, on va voir qu'est-ce qui est toléré. Donc, l'étirement, c'est la contrainte d'allongement la plus faible possible. Donc, on commence toujours par l'étirement. Qu'est-ce que j'ai
comme amplitude passive disponible. À quel moment mon étirement va devenir douloureux? Donc déjà, ça va me donner une amplitude douloureuse, non douloureuse. Et je sais que moi, déjà, je vais pouvoir travailler sur cette amplitude non douloureuse. Et mon objectif, c'est de me placer sur cette fin d'amplitude, cette transition entre amplitude douloureuse et non douloureuse, et de venir essayer d'augmenter progressivement mon amplitude non douloureuse. Un truc qui marche bien, pas toujours, c'est toujours pareil, il faut adapter, mais ce qui marche bien, c'est venir faire des premières contractions isométriques, donc sur cette fin d'amplitude non douloureuse, ce qui permettra progressivement d'augmenter mon range, mon amplitude de mouvement non douloureuse. Et quand j'ai fini par compléter mon amplitude de mouvement, et ben maintenant, l'idée, c'est de venir y mettre de la force, mettre de la capacité sur cette amplitude non douloureuse que j'ai développée. Et après, au fur et à mesure, on augmente les capacités. Et là, c'est selon où je veux aller, mon point B. Mais ça, tu peux le faire tous les jours? Ouais, Plusieurs fois par jour? tu peux le faire plusieurs fois. Le tissu conjonctif, ça répond à une contrainte qui est courte en durée. Donc, on sait que c'est à peu près 10-15 minutes. Et après, par contre, c'est une période réfractaire de à peu près 5-6 heures. Bon, c'est des chiffres Donc, moyen, statistiques, voilà. voilà, c'est des chiffres statistiques. Si on fait 20 minutes, c'est pas un drame, et si on le fait au bout de 4 heures, c'est pas non plus un drame. Mais l'idée, c'est de respecter un peu ces zones-là. Donc, effectivement, le tissu conjonctif, ça répond plusieurs fois par jour. Ouais. D'ailleurs, moi, c'est ce que je recommande de le faire plusieurs fois, au moins matin et soir, quoi. Moi, matin et soir. Et si je peux le faire 3-4 fois dans la journée, C'est si bien. je dors pas beaucoup. Il faut vraiment pas dormir beaucoup, mais oui. Non, plus tu le sollicites. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ton corps, il va réagir aux contraintes qui lui sont demandées. Donc, si tu fais 10 minutes dans la journée sur 24 heures, c'est moins bien que 2 fois 10 minutes sur 24 heures, qui est moins bien que 3 fois 10 minutes sur 24 heures. Donc, plus tu le fais, mieux c'est. Ben, alors, dans ce cas, je Mais, le fais 10 fois 10 minutes. mais il y a pas 10 fois 10 minutes avec 6 heures d'intervalle sur 24 heures. Ça marche pas. Donc, il faut respecter la période réfractaire, quand même. La deuxième étape là-dedans, en réalité, j'ai tendance à simplifier en disant, voilà, iso, excentrique lent, Mhm. donc l'étirement ou avec les Mhm. poids. Et ensuite, tu remets du mouvement, mais lentement. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que c'est assez juste? C'est pas faux, en tout cas. C'est pas. Est-ce que toi, c'est la troisième étape? Euh, Remettre du mouvement avec du tempo? non, moi je commencerai par mettre de l'isométrie. Alors, l'isométrie faible à haute intensité, excentrique lent à excentrique plutôt rapide. Et après, le mouvement, avant de partir sur des mouvements avec des changements de direction qui vont demander au système des choses beaucoup plus complexes, j'aime bien venir mettre un peu du chaos dans l'articulation, encore une fois dans des angles qui sont contrôlés. Et là, c'est là où j'utilise ce qu'on appelle aujourd'hui l'isométrie oscillatoire. Donc, c'est avec Ah, tu mets ça avant. avant les changements de direction, la pliométrie et les choses comme ça, où en fait, quand tu fais de la pliométrie, encore une fois, quand je fais une isométrie oscillatoire, je contrôle beaucoup de choses. Tout, mais je contrôle beaucoup de choses. Dès que je vais te mettre sur un terrain avec un changement de direction, il y a des variables que je contrôle pas qui vont être en plus. Et ça, bah, il faut y être préparé. Donc, moi, en fait, ma façon de raisonner, c'est plus au début, je contrôle de plus en plus de choses et je contrôle de moins en moins de choses et je te fous de plus en plus dans le chaos. Et je vois comment ton organisme y réagit. Et ouais, alors que, pour moi, qui suis pas spécialiste, j'aurais dit, une fois que j'ai fait de l'excentrique lent, bah, du tempo me semble C'est pas une mauvaise chose. me semble pas très traumatisant, mais ça me semble moins traumatisant que de faire une oscillation, comme on peut voir, et de contrôler, Mm. tu vois, de se prendre des chocs. Bah, le tempo, ça va dépendre quel tempo tu mets, parce qu'un Là, mais tempo, j'y mets un tempo très lent, tu vois. un tempo très lent, donc on reste très proche de l'excentrique lent, donc t'as pas tellement progressé en vrai. Bah, après, tu fais du concentrique. Après, bah oui, tu peux rajouter le concentrique. De toute façon, pour faire l'isométrie oscillatoire, faut du concentrique. Donc c'est pas bête de passer par du tempo lent avec une phase concentrique. Tempo lent, augmenter la phase concentrique en vitesse, passer sur l'isométrie oscillatoire, derrière augmenter la vitesse de l'excentrique, parce qu'il va falloir augmenter la vitesse de l'excentrique, hein, puisque comme on sait que le subconjonctif répond à l'étirement, à l'allongement plus la vitesse, à un moment donné, il va falloir combiner les Comme deux. je te disais, c'est un peu comme c'est les fuseaux neuromusculaires, quoi. Ça répond, ça marche vachement. Moi, je pense, alors ça, encore une fois, ça parle un peu dans la philo, on n'a pas de preuves scientifiques là-dessus, mais je pense que le fuseau neuromusculaire, ça reste le centre de régulation du corps humain. De toute façon, la mobilité que tu vas avoir, elle est régulée essentiellement par le réflexe myotatique qui est régulé par le récepteur qui est le fuseau neuromusculaire. Donc, je pense que, J'allais dire, c'est que du réflexe myotatique classique et inverse. bah, il y a beaucoup de choses dans le corps, en tout cas, qui sont régulées par ça, quoi. Les niveaux de force que tu vas pouvoir produire, ils sont régulés par des réflexes myotatique inverse. L'amplitude que tu vas avoir, donc le mouvement que tu vas faire, c'est régulé par le réflexe myotatique. Enfin, on ne sait pas tout encore, on avance, mais comme on a durci les règles de science, on peut plus faire les expériences qu'on veut, donc on avance plus lentement. Mais je pense qu'on finira par comprendre que le fuseau neuromusculaire, c'est le centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et dis-toi qu'il y a des coachs, probablement des kinés, qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, Moi, je fais un dessin aux élèves du fuseau neuromusculaire. Je fais un petit dessin et je mets vitesse étirement. ouais, mais non, mais c'est vrai. Ouais, le fuseau musculaire, c'est hyper complexe, hein. C'est hyper complexe parce qu'il y a 3 voies nerveuses qui arrivent dessus.
Non, c'est très complexe, très intéressant et agir dessus, on sait que la douleur, par exemple, ça agit dessus. En fonction de si tu as plus ou moins mal, l'expérience de l'erreur que tu vas avoir un seuil de déclenchement de ces fuseaux neuromusculaires. Donc, pour ceux qui connaissent pas le fuseau neuromusculaire, on va dire que c'est une capsule qui est située au sein de la fibre musculaire, donc parallèle. Et quand il vient à être allongé, donc quand la fibre musculaire est allongée, ça déclenche la contraction du muscle et donc en gros, ça bloque le mouvement articulaire. Enfin, on peut plus allonger le muscle. Et on sait que ça, bah, ça peut être déclenché par l'expérience douloureuse. Si tu as eu une expérience douloureuse sur un mouvement, tu peux abaisser ce seuil à partir duquel le fuseau musculaire se déclenche et limiter le mouvement. Donc la douleur, vraiment, c'est un truc à prendre en compte, quoi. Si tu as longtemps eu mal quand tu tendais la jambe, il y a des gens chez qui ils peuvent plus tendre la jambe. C'est des douleurs, voilà, c'est. Bien sûr, c'est un reste central Mm. et une sensibilisation accrue du faisceau neuromusculaire. Ouais, complètement. Moi, je dis souvent aux élèves, toute la progression en muscu, c'est apprendre à se désensibiliser. Ouais, c'est un peu ça, hein. Non, mais Bien c'est sûr, vrai. non, mais bien sûr, À se bien sûr. désinhiber, je dirais. Voilà, se désinhiber, voilà, À c'est ce se que je dis, désinhiber, désinhiber. Ouais. laisser notre corps utiliser sa vraie Mm. force. Ben, tu vois, on se moquait de moi, parce qu'il faut bien se moquer de soi un petit peu, sur les niveaux de force que j'étais capable de produire. Pour l'instant, parce qu'on voit que, je fais un aparté, on voit qu'il y a du mal à rigidifier pour l'instant, alors que tu as accès la plupart du temps à ces amplitudes, mais on voit que t'es pas encore. Et tu vois, ça, ce que tu fais, là, c'est quand même pas mal ce que tu fais, je te charrie un peu, mais moi, je vois beaucoup de gens, en fait, qui n'arrivent pas à passer ce cap de mouvement fluide et qui sont toujours dans une sorte de contrôle. Je vois pas une incompétence, mais un manque d'automatisme, parce que, d'une part, bah, ils s'intéressent pas trop au mouvement qu'ils font, donc ils savent pas trop ce qu'ils font, même si tu as beau leur dire, voilà, fais ci, fais ça. Quand tu es juste t'es acteur de ce que tu fais, en fait, il y a toujours une incompétence dans le mouvement qui fait qu'ils peuvent pas être forts, en fait. Mhm. Et où tu es obligé de manager bah, l'intensité pour pas qu'ils se blessent, parce qu'ils peuvent pas l'avoir. Toi, ça va. C'est des petites bricoles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, le fait d'avoir passé beaucoup de temps, enfin, de ne pas avoir passé du temps justement à développer cette compétence, parce que la qualité de force, enfin, après, il faut définir ce qu'est la force, mais on va dire que la capacité à compresser son système nerveux pour lui permettre ensuite de générer le plus de tension possible sur une courte durée, c'est un skill qui se développe. Le fait de ne pas l'avoir fait, moi, j'ai mon corps qui est pour l'instant un petit peu inhibé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis sous une charge et que je lui dis on envoie, il me dit non. Il me dit c'est trop dangereux pour toi, tu y es pas. Mais ça, Et, c'est normal. et ça s'entraîne. C'est normal, c'est normal. Avec le temps, ça passera. Mais c'est quelque chose, l'inhibition et ce système de tolérance. Donc, tu vois, il y a un système de tolérance. Qu'est-ce que mon corps est capable de tolérer? Ben, c'est quelque chose qui se développe. Mon corps est capable de tolérer une certaine amplitude. Il est capable de tolérer un certain niveau de force. Il est capable de tolérer un certain nombre d'impacts au sol quand tu cours. Il est capable de tolérer une certaine distance. Ton système cardio-pulmonaire, c'est pas. Il est capable de tolérer un certain seuil, tu vois. Et c'est des choses, cette tolérance, elle se travaille. Et ça, c'est fantastique, par contre. La douleur, ça, pareil, c'est une tolérance de la douleur. On parle par, il faut vraiment faire les Mais synchronies. on n'a pas tous aussi la même sensibilité à la douleur. Souvent, j'ai Alors, l'impression. la sensibilité, on a tous la même, mais la tolérance, c'est La pas le même. tolérance, tu vois, La tolérance, c'est pas comme le c'est même. des récepteurs, on n'a pas Ouais. tous la même sensibilité. Et d'ailleurs, c'est ça qui foire, en fait. C'est que la sensibilité. Des fois, tu n'as rien. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent via mon site, donc rudicoya.com, sur les propose du coaching, qui me disent, oui, j'ai mal, j'ai mal. Je vois après en bilan, justement, à Annecy, je me dis, tu devrais pas. C'est pas normal, tu vois, ils ont les amplitudes, ils ont la force, je dis, bon. En fait, je dis, bon, t'as une sensibilité un peu accrue, bah alors après, tu augmentes les capacités encore, et tu fais de l'ISO. Et ouais, je vais revenir sur une autre question après. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on n'est pas tous égaux, quoi, sur cette douleur. Ah non, non, on n'est pas tous égaux parce que la douleur, c'est un bordel. En vrai, on sait pas trop ce que c'est encore la douleur. C'est très, très dur en vrai, on a simplifié la douleur en disant, ah, j'ai mal. Mais la douleur, il y a plein de facteurs qui jouent dessus. C'est multifactoriel. C'est les expériences que tu as vécues. C'est, bah, ta capacité à la supporter, ta sensibilité. Il y a plein de choses. Génétiquement parlant, on résiste pas tous à à la douleur. Mais la sensibilité, techniquement, à la base, quand tout va bien, on a tous la même. Mais quand tu commences à avoir une sensibilisation centrale, c'est cette sensibilité-là d'ailleurs qui varie. Et après, la tolérance, alors ça, c'est propre à chacun. On en discutait hier avec des personnes qui font des ultra-trails ou des trucs de très longue durée. Ces personnes qui sont capables, et d'ailleurs, c'est souvent la phrase qu'ils utilisent de débrancher le cerveau. C'est justement parce que ils la sentent, hein, la douleur, elle est là. Hein. Ouais, mais t'as jamais coupé le cerveau, toi? C'est pas un truc que je fais très souvent. Ah ouais, moi, je l'ai fait pendant des années. Et mec, ben, regarde aujourd'hui où t'en es. Bah, ça va. Globalement, ça va. Oui, non, mais c'est un truc. Mais c'est vrai que moi, quand je faisais de la force, t'as une petite pointe quelque part. Franchement, tu chauffes un peu plus. Et Ouais. puis t'envoies. Ouais, mais c'est ça. Donc, c'est bien ça, c'est cette tolérance, parce que la sensibilité, c'est ton récepteur.
La tolérance, c'est comment ton cerveau interprète l'information qui y arrive. Si tu débranches le cerveau, tu vois, l'expression, elle est bien faite. J'ai débranché le cerveau, donc je l'empêche de capter cette information et de l'intégrer, tu vois. Et du coup, bah, je peux faire plus. Et ces gens-là font des choses exceptionnelles. Les gens qui sont capables de débrancher le cerveau en force athlétique, ils soulèvent des charges, ils semblent, Mais ouais, mais tu sais ce qu'on dit, la réflexion empêche l'action. c'est vrai. Non, mais alors par Ça, contre, c'est vrai. c'est Schmitt qui dit ça. Je sais plus où il a le bouquin sur l'apprentissage moteur. C'est une des phrases du bouquin. Ah ouais, mais ça, c'est complètement vrai. De toute façon, le cerveau, il est pas fait pour te faire du sport, hein. Lui, si tu pouvais, lui, allongé sur un canapé en mangeant des chips, il est ravi. Tu vois, on fonctionne quand même sur une conservation d'énergie où lui, ce qu'il veut, c'est avoir suffisamment de calories pour être sûr que tu passes l'hiver et en dépenser le moins possible pour être sûr que tu en dépenses pas trop. Tu as toujours des réserves. Donc, pour lui, se lever et aller courir, c'est pas content, tu vois. Donc, il faut se battre contre ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a plus de gens sédentaires que de gens actifs, Bien sûr. tu vois. Donc, tout ce qui va lui demander de l'effort il va faire en sorte de pas te le faire faire. C'est pour ça qu'il faut lutter contre cette inhibition. Et tout ce qui est fainéant, il va t'encourager à le faire. Et c'est pour ça qu'on est dans une société qui, malheureusement, ne va pas vers le haut, quoi. Tu me disais quand on discutait, quand tu es arrivé à la Villa Superphysique, que l'entraînement musculaire et donc du tissu conjonctif était donc différent, comme tu as pu l'expliquer. Mm, Donc souvent, bah, les pratiquants de sport entraînaient surtout leurs muscles mm, et pas leur tissu conjonctif. mm. Parce que l'entraînement du tissu conjonctif, ça ne revient pas à remettre finalement de l'isométrie et de l'étirement Mm. dans son entraînement. Ouais, ça peut être résumé à ça. Ça peut être résumé à. En fait, ouais, c'est un peu le continuum qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, essayer de voir déjà l'amplitude. En fait, l'idée, c'est de travailler ton tissu à une certaine longueur. Et à partir de là, tu peux y faire plein de choses. Tu peux y faire de l'isométrie, tu peux faire de l'excentrique, tu peux faire plein de choses. Mais le but, c'est de venir le travailler à une certaine longueur. Donc déjà, il faut avoir accès à cette longueur. Donc là, on en revient un peu à tout ce qui est mobilité, etc. On va y revenir. Et une fois que tu as eu accès à cette longueur, il faut lui donner la capacité de produire de la force à cette longueur-là. Et ça, c'est des choses qui se font pas trop parce que malheureusement, on travaille dans des amplitudes, tu vois, le concept de mobilité, c'est assez récent. Alors, quand je dis récent, ça a peut-être 10, 15 ans, tu vois, mais ça reste récent par rapport aux gens qui font du sport. Et à la vitesse à laquelle les idées se transmettent. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va un peu plus vite. Mais techniquement, si tu demandes à la personne lambda, tu vas dans une salle de sport commercial et tu lui dis, tu fais de la mobilité, c'est quasiment sûr qu'il sait même pas te donner une définition correcte de la mobilité. Mais comment ça se fait qu'on a autant besoin de travailler sa mobilité aujourd'hui, alors que si tu regardes, allez, je reprends des exemples un peu à la con, mais des exemples d'Arnold dans les années 70, ou même Lianet, tout ça, les mecs, à aucun moment, alors tu vas me dire c'est peut-être les meilleurs des meilleurs, et voilà, ils n'avaient pas besoin. Mais aujourd'hui, de ce que je vois, les gens qui viennent me consulter, ils ont tous besoin de travailler la mobilité, quoi. Bah, déjà, le problème, c'est que là, tu prends des sportifs de haut niveau, donc ça veut dire qu'ils ont commencé le sport très très jeune et qu'ils ont fait, le sport faisait partie de leur vie très très tôt. La majorité des gens aujourd'hui, ils ont un travail sédentaire, donc ça veut dire que comme ils n'utilisent pas leur amplitude au quotidien, ils la perdent. Donc comme ils la perdent derrière, bah, ils sont obligés de la regagner, ou alors ils font 100. Et là, on a un problème. Mais c'est juste que comme et ça, ça c'est pareil. Moi, j'aime bien les gens qui luttent contre le mode de vie sédentaire. Ils disent voilà, il faut faire ci, il faut se lever toutes les heures, etc. Mais à un moment donné, il faut voir la société comme elle est, le monde comme il est. Le monde, il va pas s'adapter à nous, donc il va falloir s'y adapter. Et c'est pour ça que le travail de mobilité est intéressant quand tu sais le condenser sur 15-20 minutes dans la journée. Alors c'est pas parfait, tu ne deviendras pas un être exceptionnel, mais ça permettra de compenser un peu ton activité sédentaire. Tu vois, si tu restes assis 9 heures dans la journée, bah, t'entraîner 1 heure par jour, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, en fait. Tu peux même faire tout ce que tu veux, c'est pas suffisant puisque tu dors pendant 8 heures, donc t'es allongé pendant 8 heures, tu t'es assis pendant 9 heures et tu vas t'entraîner 1 heure et t'espères que ça va compenser. Ça marche pas comme ça. Les calculs sont pas bons, comme on dit. Mais en 15-20 minutes condensées, tu arrives quand même à compenser? Oui, tu peux, en tout cas, tu lis, ouais, franchement, encore une fois, après, ça dépend ce que tu fais dans la journée. De quoi tu as besoin? En fait, la question de base, c'est ça, c'est de quoi tu as besoin. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Moi, je m'occupe de nageuses synchronisées. En termes de mobilité, elles n'ont pas les mêmes besoins que toi et moi. Tu vois? C'est pas les contraintes. Et le gars que tu as en MMA? Ben, lui, alors lui, c'est un autre problème. Lui, il a besoin de tellement de choses qu'on sait déjà qu'on n'arrivera pas à tout développer. Mais on va essayer d'optimiser tous les points clés. Tu vois? On sait déjà, le MMA, c'est un truc tellement vaste. Il y a besoin de tellement de choses que, bah, tu sais déjà, soit déjà à la base, il a plein de capacités et ça, c'est cool. Soit s'il arrive et il est raide, il est pas fort, il n'a pas d'hypertrophie. En plus, il faut qu'il apprenne toutes les compétences spécifiques au sport. Donc, il faut qu'il sache boxer, il faut qu'il sache lutter, il faut qu'il sache. Et il y a que 24 heures dans la journée, hein. Donc, ça prend du temps et on va juste essayer d'optimiser ce qu'on peut faire. Et plus le sport offre une liberté de mouvement, plus il y a de contraintes et plus c'est dur à préparer. Mais après, c'est là aussi où le challenge, il est, quoi. Est-ce que l'entraînement de mobilité peut pas suffire justement à éradiquer la plupart des douleurs?
Non. Ouais, tu vois, ça, c'est une discussion qu'on a eue. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, pour moi, là-dessus, je suis catégorique. Pour moi, c'est non. Parce que, Moi, je pourrais penser que si j'améliore, alors on va expliquer après comment on voit l'entraînement de mobilité, mais on va dire que j'améliore ou pas ma flexion de hanche ou ma rotation interne d'épaule ou externe, peu importe. Donc, je peux supporter plus de contraintes et finalement, la douleur que j'ai, la contrainte que j'avais va se répartir sur plus de tissus et mm, finalement, la douleur va se diluer, tu vois. mm. Ouais, mais non. En fait, si tu veux, je pense que ça pourrait bien se vendre parce que si tu veux, ça peut justifier, hein. Tu vois, enfin, tu as un fil conducteur qui justifie. Il y a ça, donc je fais ça, donc il va se passer ça, etc. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde parce que, en fait, quand tu as une douleur, une lésion, ça veut dire que tu as des tissus qui ont été surchargés et qui sont lésés. OK. Point A. Ça, c'est la première chose. Donc, tu as certains tissus qui sont abîmés. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir agir sur ces tissus. Si tu n'agis pas spécifiquement dessus, ils vont jamais cicatriser, ça va rien se passer. Donc, si tu augmentes le nombre de tissus disponibles, tu vas en avoir plus, mais au milieu, là, tu as toujours ceux qui sont abîmés, quoi. Tu vois, ils sont toujours là, eux. Donc, ça veut dire que quand tu vas commencer à bouger, à remettre de la contrainte, etc., tu vas venir surcharger ceux qui étaient là, pas utiliser ceux qui étaient abîmés, et utiliser en plus ceux qui sont nouveaux. Mais dans tous les cas, tu vas venir surcharger des tissus. Donc, à mon avis, tu vas juste, techniquement, je pense, aggraver le truc à terme. C'est-à-dire que ceux qui sont lésés vont rester lésés, ceux qui étaient bien vont être surchargés, et ceux qui sont nouveaux, bah eux, ça va aller parce qu'ils sont nouveaux, mais à terme, tu vas finir par les abîmer. Donc la simple mobilité, c'est intéressant, c'est un outil, parce qu'effectivement, on va pouvoir augmenter le nombre de fibres musculaires ou de tissus sur lesquels on va répartir les contraintes, mais il va falloir à un moment donné agir sur ce qui est abîmé, quoi. Donc c'est pas suffisant. C'est utile, c'est probablement essentiel, mais c'est clairement pas suffisant. Ce qui est le plus populaire depuis des années pour travailler sa mobilité, c'est le système FRC, Ouais. où on tient une position 2 minutes, Mmh. une position d'étirement, puis après on fait des contractions, ça s'appelle des pile and raise. Mmh. Il y a bien sûr d'autres techniques, mais c'est le truc le plus populaire. Mmh. Déjà, pourquoi on tient 2 minutes? Tu sais, pendant longtemps, on nous a dit les étirements, finalement, ça sert à rien. Mmh. Mieux vaut faire des étirements de 15-20 secondes et puis ça Mmh. suffit. Mmh. Bon, on voit bien ce que ça donne, car moi j'ai bien vu sur moi ce que ça donnait rien du tout. Donc vous voyez bien que tenir plus longtemps, c'était mieux. Mmh. Et ce qui fait qu'on est obligé de tenir plus de 30 secondes ou 1 minute, et là, c'est recommandé 2 minutes. Ça sort d'où ça? Bah, Est-ce que plus je m'étire, mieux c'est, même? ouais, plus tu t'étires, mieux c'est, ça c'est clair et Alors net. pourquoi 2 minutes 2 minutes, c'est la donnée minimale, en fait. Ok. C'est la donnée minimale à la partir de laquelle, en fait, il faut revenir à ce que je disais au début, c'est-à-dire que la limitation passive du mouvement, elle est liée c'est une limitation nerveuse. Tu vois, c'est ton système nerveux qui, par les fuseaux neuromusculaires, t'empêche d'y aller. Donc, ça veut dire que, en haut, quand je m'étire 20 secondes, ou quand je m'automasse, tu sais, ou que je viens appuyer sur les fuseaux neuromusculaires, en fait, ce que je fais, c'est que je triche, je fais un piège à mon système nerveux, je désinhibe mon fuseau neuromusculaire et il me permet d'aller un peu plus loin. Donc, effectivement, je me mets dans une position, je m'étire 30 secondes, je me remets dans la même position, je vais plus loin. Mais 1 heure après, je reviens et je me remets dans cette position, je suis revenu au point de départ. Et c'est là où, en fait, c'est pas intéressant. Ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer une contrainte mécanique suffisamment longue, suffisamment importante pour que, au niveau de mes tissus, au niveau de mes cellules, il se passe quelque chose et qu'on m'autorise à y aller. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un étirement, bah, il faut approximativement 2 minutes pour que cette contrainte-là puisse traverser toutes les étapes un petit peu, donc du tissu aux fibres, des fibres au cytosquelette, du cytosquelette au noyau production d'ARN pour faire de nouvelles cellules et construire un nouveau tissu. Bah, il faut à peu près approximativement 2 minutes. Mais plus tu passes de temps, mieux c'est. L'étirement, c'est la contrainte la plus faible que tu puisses mettre sur un système. Voilà, donc, Donc d'où ces 2 minutes, mais qui peut pour certains, comme c'est encore des statistiques, pas suffire peut-être? oui, ça peut ne pas suffire, clairement. Et comment tu sais que ça peut pas suffire? Bah, en fait, il y a une notion de Mais tu vois bien que fluade. tu gagnes en amplitude. Bien sûr, tu vois mais en gros, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est d'aller alors, souvent, on met 2 minutes parce qu'à un moment donné, il faut faire un système. Tu vois, il faut donner un chiffre. Si t'es la personne, tu la laisses trop de liberté, généralement, elle finit par en faire beaucoup moins que ce que tu lui demandes, tu vois. Donc, quand tu lui dis 2 minutes, généralement, quand tu leur donnes 2 minutes, déjà, il faut 1 minute 30. Tu vois. Donc, si tu leur dis, vous faites jusqu'au moment où vous sentez cette espèce de fluage, c'est-à-dire que vous arrivez plus à gagner et que ça commence à être légèrement douloureux, Tant que tu gagnes, tu continues? attends que tu gagnes, tu continues, ouais. Ah oui, non, mais d'ailleurs, c'est pour ceux, parce que ça, c'est un peu le problème avec la popularité de FRC, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui ont suivi la formation FRC. Mais non, ils suivent généralement des gens qui ont fait la formation FRC et qui la retransmettent à leur sauce. Mais si on revient au discours initial de André Ospina, qui est le fondateur du système, et qu'on revient aux études, parce que c'est basé sur des études, hein, et en plus, il est honnête là-dessus, il montre les études, il faut aller jusque à l'arrêt
du gain. Le but, c'est d'aller chercher de la fin d'amplitude. Donc, il faut y passer du temps jusqu'au moment où tu gagnes plus. Moi, j'ai l'impression de toujours gagner si je reste en position et que je me détends. Reste. Après, Reste. ça manque de temps. C'est un manque de temps. Mais dans ce cas-là, ouais, mais si tu veux, plutôt que de le faire tous les 2 jours, par exemple, où tu vas le faire pas au maximum de ce que tu peux en tirer, ben, il vaut mieux le faire peut-être 1 ou 2 fois par semaine. D'ailleurs, je crois que c'est les recommandations. Hein. André Ospina, il dit les pace and race parce que c'est un effort max. Hein. C'est un truc que tu dois faire 1 fois par semaine, 1 ou 2 fois. Sauf si tu le fais à moins d'intensité. Sauf si tu le fais à moins On va y d'intensité. revenir après, mais Sauf si tu le fais à moins d'intensité. Mais honnêtement, je pense que c'est moins efficient. Moins sauf efficient. si tu veux sur les tissus conjonctifs. Sauf si, ouais, mais alors là, on est, tu vois, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux améliorer ton tissu conjonctif? Est-ce que tu veux augmenter ton amplitude? Et c'est pas la même Bah, chose. parce que l'intensité va déterminer ce que je Ah oui. cible. L'intensité, elle termine l'adaptation dans tout d'ailleurs. C'est l'intensité qui détermine Est-ce qu'il y a l'adaptation. une intensité à partir de laquelle tu peux dire, là on est plus tissu conjonctif, là on est plus Ah oui, muscles, neuros, ouais, etc. ah ouais, ouais, complètement. Bah, l'architecture du tissu conjonctif, on sait qu'il faut pas dépasser, encore une fois, ces données, mais 70% d'intensité. Au-delà, c'est trop intense. Donc, tu vas pas pouvoir le tenir suffisamment longtemps pour que ça puisse être bien diffusé au sein de tout le tissu conjonctif. Donc, il faut rester entre 40, ça c'est les études, hein, il y a Kate Barr, il y a Jill Cook qui a travaillé dessus, qui ont travaillé dessus, on est entre 40 et 70% d'intensité. Donc ça, c'est pour la qualité de l'architecture du tissu conjonctif. Donc c'est au niveau de la biologie, c'est local. Si tu passes au-dessus de 70%, tu passes sur la neurologie. Donc là, c'est ta capacité du système nerveux à produire une certaine force. Donc c'est un stimulus différent qui va entraîner une adaptation différente, à une intensité différente. Et si tu cherches à améliorer ton amplitude, tu as 2 choses à travailler, puisque tu vas te mettre en position d'étirement. Donc ça veut dire que tu vas avoir un angle ouvert et un angle fermé. Sur l'angle ouvert où tu vas avoir tes tissus qui sont étirés, donc c'est la fameuse contraction PALE, tu vas devoir venir agir, sur la qualité du tissu conjonctif et ensuite lui donner de la force, enfin, sur cette fin d'amplitude. Donc tu vas devoir faire les deux. C'est pour ça que normalement, les recommandations, c'est de faire cette contraction qui est relativement longue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils recommandent une contraction progressive. Pourquoi la contraction PALE, on fait du 20, 40, 60, 80 jusqu'à 100%. Et pourquoi la contraction RAIL, on fait directement très très fort, assez vite. Ben parce que quand je suis dans l'angle ouvert en position d'étirement, je vais pouvoir agir sur mes tissus conjonctifs, donc je vais passer du temps à une faible intensité pour modifier la biologie. Une fois que j'ai travaillé sur la biologie, je vais finir par une contrainte à forte intensité pour améliorer la neurologie. Sur la contraction RAIL, donc sur l'angle fermé, mes tissus, ils sont en position raccourcie, donc je ne peux pas vraiment agir sur le tissu conjonctif. Donc j'agis directement sur la neurologie. C'est pour ça que je demande directement une contraction très intense sur une durée plutôt courte. Et est-ce que tu cycles, je vais rentrer en détail, c'est un peu compliqué pour certains, mais ils iront voir ton compte Instagram et ce que tu fais sur LinkedIn, on en reparlera à la fin. Euh, Est-ce que ça a du sens peut-être dans un premier temps, tu vois, pour mixer justement étirement et ISO pour le tissu conjonctif, de faire, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, juste en pale, tu vois, à 50% de ta force? Ah ouais, complètement, ouais. Bah moi d'ailleurs, Et de monter l'intensité au fil des années, parce que moi je trouve ouais, ça assez con en fait. Quelqu'un qui n'en a jamais fait, tu lui dis, bon, on fait 20, 40, 60, à 100%, et 100%, il n'y arrivera jamais. non mais c'est comme si tu n'as jamais fait de développé couché, tu entraînes à 80 d'habitude, je te mets 120 direct, il y a très peu de chances déjà que ça se passe bien, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est pour ça que le système FRC, c'est un système. Tu vois, c'est pas un truc que tu peux appliquer bêtement et prendre la progression qu'ils t'ont donnée et de donner à tout le monde en espérant que ça fonctionne chez tout le monde. Il y a une progression. Il faut comprendre d'où ça vient, parce que c'est plus que ce qu'on peut voir sur les réseaux. Vraiment, c'est des chercheurs, c'est une équipe. Ils publient les études. Si on cherche à comprendre vraiment d'où ça vient, c'est quelque chose il y a une liberté d'utilisation du système. Il faut savoir s'approprier et ça prend du temps, tu vois. Et c'est pas, je fais la formation de quelqu'un sur Instagram et un mois après, je me dis spécialiste de mobilité, tu vois, parce que je connais le terme pays and raise et que je leur demande de faire ci, ça. Ça marche pas comme ça. Il y a Mais ça reste la base quand même de FRC, Bell and Raise. Ouais, c'est disons le truc le plus connu de FRC parce que tout le monde l'a Pour fait. toi, c'est pas le plus intéressant? Non, pour moi, en fait, ce qui est intéressant dans le système FRC, c'est l'idée qu'il y a derrière. Tu vois, c'est toute cette compréhension du comment le tissu conjonctif fonctionne, comment je vais pouvoir agir dessus. Tu vois, je dirais presque ils ont défini. Alors ça, bah, moi, je recommande de faire leur formation parce que j'aime pas m'approprier leurs idées, mais en gros, ils ont défini une liste de stimuli qui peuvent agir en fonction de sur quel tissu tu veux agir. Et c'est presque ça pour moi le plus important. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris qu'est-ce qui merde dans le corps de la personne, comment je peux agir dessus?
par quel levier, quel biais, etc. Ensuite, tu peux l'adapter en fonction de ses capacités. Si tu sais juste raise and raise, tu vois, Mais c'est ça, faut faire le bilan avant. bah oui. Ah La oui. plupart du temps, il n'y a pas de bilan. Tu vois, sur le net, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup de programmes un peu clés en main. Mm, J'ai mal au genou, paf, sans bilan, sans rien. Il y en a qui font des bilans, mm. et d'autres qui font pas de bilan, qui te vendent le programme. Ouais, mais ça, ouais, bah, disons que je pense que l'idée derrière, c'est de pouvoir. En fait, ils se disent probablement, allez, si on Ben, essaie je mets tout dedans, et puis ça va fonctionner pour certains. voilà, c'est ça. En fait, si on essaie de voir ça avec un œil bienveillant, tu vois, on se dit qu'ils essayent d'aider le plus grand nombre. Alors, ils savent très bien que dedans, il va y avoir des pertes, des gens chez qui ça va pas marcher, mais que dans l'idée, si tu fais ça comme déjà de base, tu fais rien, bah, il y a des chances que ça fonctionne pour toi. Et je pense qu'ils aident beaucoup de personnes, ces personnes-là. Mais par contre, je pense qu'ils fracassent pas mal de monde aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu as, tu vois, si je te dis, par exemple, tu vois, agir, par exemple, sur tu vois, j'ai une douleur à la sciatique, par exemple, tu vois, je sens une douleur sciatique, etc. Ton souhaité, t'es dégueulasse, c'est normal. Voilà, par exemple. Moi, j'ai pas de douleur. Ouais. Je laisse personne, mais voilà. En gros, je viens de voir, j'ai une sciatique et tout. Et toi, tu me vends, oui, alors, pour soulager ça, il faut travailler sur ta hanche, il faut travailler sur ta région lombaire, etc. Pour remettre de la mobilité. Ok, j'achète ton programme parce que bon, tu me l'as bien vendu. Premier exercice, pays and raise. Donc, tu me demandes de mettre ma jambe en position d'étirement et de venir. Là, tu peux être sûr que tu l'as fracassé, le gars. Tu l'as fracassé. Et pourtant, il a suivi ton programme, tu vois. Ça me fait penser, j'ai une amie, peut-être qui regardera le podcast, qui a une hernie, et donc qui avait eu infiltration, tout ça. Et là, la sciatique, ils lui ont proposé une arthrodèse. Ouais, bah, moi, elle a plus de problème de mobilité derrière. Elle est sûre que ça bougera plus. C'est réglé. Mais Mais, est-ce qu'une sciatique, par exemple, tu pourrais dire, dans 90% des cas, tu peux la soigner? mais tu sais qu'une sciatique, en vrai, des fois, en une séance, la douleur, elle a disparu, hein. Et en fonction de ce qui peut se passer, en fonction de qu'est-ce qui la provoque. En fait, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce qui la provoque. Est-ce que tu as un canal lombaire étroit, tu vois? Un canal lombaire étroit, c'est une galère. Voilà, là, tu peux pas faire grand-chose. Là, Tu t'es sais, voilà. opération. Ouais, ouais, peut-être pas opération, mais déjà, tu sais que ça va pas être aussi facile que juste j'ai une discopathie, quoi. Tu vois? Ou juste j'ai peur d'eux. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont déclenchées parce que juste j'ai peur d'eux. Lever des appréhensions, des fois, en une séance, ça a réglé 80% des problèmes, hein. Tu vois? Il y a plein de gens, tu vois, hier, pour un problème d'épaule, je disais à la personne de se mettre en handstand. Elle me disait, bon, ça n'a rien à voir, mais en gros, elle a eu un croisé, elle me dit, j'ai peur. Elle commence à se mettre sur les mains, son cerveau, il lui dit non. Elle me dit, c'est mal. Et quand moi, je l'aide la première fois à faire sa position, tu vois, où je désinhibe et je lui montre qu'elle peut le faire, après, elle fait 6 séries. Et des fois, il y a des douleurs, c'est juste une question d'appréhension, et la douleur, c'est quand même le moyen le plus efficace pour ton cerveau de t'empêcher de faire quelque chose. Et comme il sait pas trop ce que tu vas faire, et ben des fois, il te déclenche des douleurs juste pour t'empêcher de. Moi j'ai déjà vu des gars en bilan vraiment rigidifiés de partout, tu vois. Voilà. Ils peuvent. Voilà, c'est un autre problème. Un autre problème. Tu vois, Ils respirent déjà pas à la base. ah, non, mais je veux dire, généralement, quand tu arrives avec tes raids de partout, alors après, il faut définir les niveaux de raideur, mais Oui, mais on a plein, enfin, je veux dire, les portes d'entrée, là, tu peux faire ce que tu veux sur ces personnages, généralement, tu es sûr d'avoir des résultats. Tu peux, rien que tu les laisses en posture d'étirement sur un truc, ça va suffire, tu vois. mais des fois, tu te mets en position d'étirement et tu sens que ça te fait plus de mal que de bien. Ouais. Bah, ouais. Bah, parce qu'un étirement, c'est une contrainte, hein. C'est la contrainte la plus faible possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas de contrainte. Donc, est-ce qu'il est capable de tolérer l'étirement, combien de temps, etc. Est-ce que gagner de l'amplitude, c'est forcément bon pour lui? Tu vois, ça, c'est une vraie question. Par exemple, je prends l'exemple des lanceurs. Tu vois, au baseball, par exemple. Les lanceurs au baseball, ils ont une rotation externe de malade. Et généralement, ils ont peu de rotation interne. Est-ce que chez eux, c'est vraiment une bonne idée d'aller leur gagner beaucoup de rotation interne? Parce que quand ils lancent, ils finissent en rotation interne. Et donc, du coup, ça leur demande de décélérer sur une plus grande amplitude. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Oui, non, tu vois, je n'ai pas la réponse. Enfin, j'ai une idée de la réponse, mais j'ai pas une certitude. Mais c'est une vraie question. Gagner de l'amplitude, c'est pas toujours une bonne idée, hein. Je te pousse là-dessus parce que FRC a un peu pour moi introduit ce concept de fonction articulaire Mm. où avant, on pensait plus, à moi, et je pense beaucoup d'autres, en muscle. Tu Mm, vois, mm, mm, je me disais, bon, voilà, on va étirer les ischios. mm. C'est les ischios, bah, ça te fait mal, c'est bizarre. Tu vois, on était un peu coincé. Alors que là, on s'arrêterait plus sur, on dirait, bah, quelle est ton extension de hanche, quelle est ta rotation de hanche, en interne, en externe, tu vois. Mm. Est-ce que ça, pour toi, c'est des choses que on voit en kiné, ces fonctions articulaires? Tu vois, on réfléchit comme ça ou Non, on est non. plus en muscle, on est Ouais, d'accord? ouais, on est plus. En fait, c'est De base, en tout cas. de base. En fait, le truc qui est compliqué avec le savoir, c'est que tu as besoin de le catégoriser pour l'apprendre. Tu vois. Et donc, l'anatomie
L'anatomie, c'est quoi? En fait, c'est de l'art. C'est-à-dire qu'il y a un jour, un mec, il a ouvert la cuisse et ensuite, il a tracé des traits au scalpel et il a dit, bah, ça, ce sera un biceps fémoral, ça, ce sera un semi-membraneux et ça, un semi-tendineux, tu vois. Mais en vrai, de vrai, c'est hyper lié. On pourrait juste parler de fufu, rouge ou blanc sur la face postérieure de la cuisse. Bon, mais qui va apprendre ça? Tu vois, c'est hyper compliqué après de discuter quand tu as juste ces informations-là. Donc, on a inventé l'anatomie pour qu'on puisse parler de la même chose. Quand je te parle de biceps fémoral, tu sais ce que c'est. Tu vois, tu le situes. Tu vois à peu près où on est. Donc, quand je te parle de étirer les ischios, tu sais à peu près de quoi je vais te dire. Mais techniquement, tu viens étirer des fibres. Tu viens étirer des cellules musculaires, conjonctives. C'est ça que tu viens étirer. Un ischio-jambier. Ton cerveau, il sait pas ce que c'est, l'ischio-jambier. Tu vois, c'est le même principe que de dire, en musculation, il faut faire 6-12 reps. Comme si 13. 13, ouais, tu fais 12, ça va, 13, c'est foiré. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on a inventées pour que le dialogue il puisse se faire. Mais techniquement, ça n'existe pas, ça ne sert à rien, quoi. Un ischio-jambier, ça n'existe pas. C'est comme une hanche. Une hanche, ça n'existe pas. Une hanche, c'est un fémur dans un acétabulum. Mais de ce qu'on voit aussi, c'est que, moi, ce que je dis souvent aux élèves, l'anatomie, voilà, on en a fait une science un peu générale, Mhm. mais il y a beaucoup de différences entre individus. Une hanche, comme tu dis, c'est pas une hanche. Ouais. Chacun va avoir une hanche un peu différente, comme une épaule différente, un coude un peu différent. Mhm. Ça, on s'en rend compte avec les années. Est-ce que ça, pareil, c'est des trucs que vous voyez en cours ou pas? Ouais, ça on peut le voir parce que bah en fait il y a des pathologies et quand même en kiné on voit les pathologies. Donc quand on a un cours sur la hanche par exemple, on voit les pathologies de la hanche, on se rend bien compte que selon l'anatomie de la hanche de la personne, elle va être plus ou moins prédisposée à avoir certaines problématiques. Hein. Donc oui, ça là-dessus on est ouvert là-dessus. Puis encore une fois, tu sais moi je me suis toujours dit que le contenu académique, si on se limite au contenu académique, c'est léger quoi. C'est très léger. Moi, je sais que c'est un ami qu'on a en commun, tu vois, Fred Cossé. La première formation que j'ai fait avec Fred, parce que je trouvais que ce qu'il faisait c'était intéressant, j'étais encore, c'est première année de kiné, c'était ma première année de kiné, donc je me suis retrouvé à faire sa formation qui était pour les kinés de coach. Mais parce que je savais que me limiter à ce qu'on m'offrait à l'école, c'était clairement insuffisant. C'est clairement insuffisant parce que en fait, la majorité du savoir qu'on transmet à l'école, c'est du savoir qu'on a depuis 20 ans, sauf qu'on a évolué depuis. Si l'enseignant il s'est pas mis à jour, bah t'es pas à jour. Et comme généralement les enseignants c'est plutôt des personnes âgées. Ben, après, c'est que, tu vois, c'est un peu comme on parlait des médecins qui vont recommander le repos. Souvent, les médecins généralistes vont recommander le repos. C'est en fait, quand tu bosses, et c'est un truc que je te disais hier à la salle, quand tu es à fond dans ton truc, t'enseignes, en fait, t'as plus Mhm. d'espace disponible pour apprendre, même si c'est un sujet qui t'intéresse. Comme un médecin généraliste qui est surchargé, qui a 30 patients dans la journée, il est obligé de bourrer pour. Moi, je vois ma mère, quoi. Je vois ma mère, mais quand elle veut un rendez-vous, tu sais, elle appelle, il dit, bon, bah, dans 2 jours. Elle dit, ah, non, non, moi, il me le faut tout de suite. Tu sais, Mhm. le mec est un peu sous l'eau. Ma femme est un peu sous l'eau. Et donc, en fait, tu es pris dans le jus. Tu vois, dès que tu es dans le jus, tu n'as plus le temps de. Et c'est pas que tu veux pas, c'est que tu peux pas, tu pas assez Complètement. d'énergie. Ben, moi d'ailleurs j'en ai fait un fonds de commerce puisque moi maintenant je m'amuse parce que moi j'ai du temps. Donc du coup je m'amuse à lire tout ce qui existe, à le résumer et à donner ces nouvelles informations et à les vendre parce que justement les kinés, les coachs, ils ont pas le temps par rapport à leur mode d'activité, de passer comme moi 1 ou 2 heures par jour à lire des études, à les résumer, à comprendre ce qui se passe, etc. Donc Et sur quoi tu lis tes études et qu'est-ce que tu lis comme études? alors moi, en fait, j'utilise PubMed puisque c'est la base sur laquelle on peut retrouver toutes les études et j'ai créé en fait mes alertes sur les thèmes qui m'intéressent. Bon, du coup, plus ça va et plus il y a de thèmes, donc ça te fait de plus en plus de, de trucs. Et le vendredi, en gros, tous les vendredis, je reçois toutes les études qui sont sorties la semaine d'avant sur les thèmes qui m'ont intéressé. Donc, ouais, j'ai forcément tissu conjonctif tendon, j'ai hypertrophie parce que ça m'intéresse, j'ai la hanche, l'épaule et le genou parce que c'est 3 articulations donc je reçois tout ça et je reçois toutes les études qui sont sorties dessus. Et donc, du coup, j'ai première phase de triage. Ça représente presque, je pense que je dois pas être loin de 500 études, quoi, qui sortent. Donc, sur ces 500 études, il faut que je trie toutes celles qui m'intéressent. Ensuite, je vais lire la méthodologie pour encore enlever les études que je trouve que méthodologiquement parlant, ça vaut rien. Et à la fin, chaque semaine, il doit me rester une quinzaine d'études. Donc, il faut se taper 15 études, mais il faut les lire vraiment, tu vois. Si c'est pour, alors je sais que, Lire l'abstract. voilà, si c'est pour lire l'abstract ou demander à ChatGPT de te faire un résumé d'études, pour moi, il y a, tu vois, c'est ces raccourcis-là qui sont problématiques. C'est que, ok, peut-être que ChatGPT il va te faire un bon résumé, mais est-ce que tu as vraiment acquis autant le savoir, autant compris le truc que si tu avais lu l'étude? Tu vois? Parce que ChatGPT, il te fait un résumé, donc qui dit résumé, il dit forcément suppression d'informations. Est-ce que tu peux, à 100%, être sûr qu'il va pas te supprimer une information clé? Tu peux pas. Il faut le lire. C'est comme les gens qui vont lire un livre, en fait, ils vont dire, fais-moi un résumé du livre, Ah et ouais. ils ne le lisent pas. Mais je dis, oui, mais la façon dont tu vas lire le livre, ce que tu vas comprendre, Ouais. ne va pas être la même chose que, par exemple, ton IA, ou que ce que moi je vais retenir. On va tous retenir avec nos filtres des choses différentes.
Il n'y a rien qui remplace de toute façon le Ah ouais. travail. Non, mais c'est vrai. Mais après, bon, voilà, lire 15 études, une étude, faut y passer, ouais, ça prend bien 45 minutes, quoi, une demi-heure, 45 minutes. Donc, si tu en lis 15 dans la semaine, il te faut 10 heures dans la semaine. Donc, qui va prendre 10 heures pour lire des études? Alors que les kinés, ils doivent se taper des horaires de malade, dans la journée. Bah, 16,13 €. À 16h13, ils doivent faire des horaires de malade. Bah, on en voit de plus en plus qui se déconventionnent, qui proposent des trucs en plus. Mais, eh bien, alors après, moi, j'ai un petit problème avec ça. C'est-à-dire que, enfin, c'est de la sémantique. Mais pour moi, le déconventionnement, c'est, je te fais payer la séance. C'est-à-dire que tu viens avec une ordonnance. Et comme je sais que ce que je vais t'offrir, ça vaut plus que 16,13 €, je te le facture. Le coaching, le suivi à distance, comme c'est la majorité de ce qu'on peut voir, bah, les coachs, ils font ça depuis des années. Enfin, toi, d'ailleurs, tu fais ça depuis, J'étais le premier en ouais, 2006. ouais, 2006. Donc, tu vois, ça fait 20 ans que tu fais ça. Donc, c'est pas du déconventionné, c'est du coaching. C'est presque même plus vraiment de la kiné, c'est du coaching, tu vois. La kiné, j'ai besoin de mes mains, tu vois. Et si tu es à distance, tu n'utilises pas tes mains. Alors, tu vas trouver des techniques. Je dis pas que c'est pas faisable. Moi-même, j'en propose. Donc, je vais pas décrier le truc. Mais c'est pas de la kiné déconventionnée. C'est c'est un truc à part, tu vois, c'est du coaching, quoi. C'est voilà, c'est du coaching un peu santé où je vais essayer de trouver un moyen de soulager tes douleurs. Et d'ailleurs, c'est un biais parce que du coup, maintenant, même les coachs, ils font ça. Donc, ça veut dire que demain, j'ai un problème au dos, j'ai une lombalgie, je sais pas, j'ai un croisé, j'ai un truc. Si le mec est un peu populaire et qu'il sait un peu me le vendre, je vais pouvoir me confier à un coach. Est-ce que vraiment ça, c'est éthique? Est-ce que c'est Bah, raisonnable? moi, je pense pas. Tu sais, comme je te disais, bah, moi, j'ai plutôt tendance, quand je sais pas un sujet, je fais un petit truc, je me dis, tiens, je peux essayer de gérer, je vais le faire. Si j'y arrive pas, Ouais, j'envoie vers mon réseau. ouais, oui, mais est-ce que tout le monde a l'éthique professionnelle de faire ça? Parce que c'est un billet que tu perds. On va pas se mentir. Oui, mais bon, ce billet que tu perds, si la personne est contente, va à un moment te Ouais, revenir. mais là, faut avoir une vision à long terme, tu vois. Oui, Et ça, et comme nous, on est une génération, enfin, je m'inclus dedans, hein, mais où on veut tout très vite. Tu vois, aujourd'hui, on va être millionnaire à 25 ans. Je veux dire, et arrêter de travailler à 35. et en fait, c'est une fausse. Et tu vois, C'est un faux c'est truc. comme le concept du suivi à distance pour voyager à travers le monde. Tu vois, tu avais fait un podcast dessus ou un article. Ouais. Ouais. C'est des trucs, bon, aujourd'hui, on a l'idée que, voilà, je développe mon compte. On en parlait encore hier, tu vois. Je crée un compte Instagram, je fais du buzz, j'ai plein d'abonnés, je leur vends un truc, je deviens millionnaire. Mais C'est pas ça qui rend heureux. tu vois, ça peut pas marcher comme C'est ça pas ça prend qui du rend heureux. temps. J'ai fini un bouquin, bah, Good Life, qui est en dessous là, qui est un peu là-dessus, sur ce qui rend heureux. Bien sûr, il faut un certain revenu, faut pas être pauvre. Mais au-delà, après, comme on en parlait en Hmm. antenne, on est plus heureux en fait. Non, mais, Peut-être t'as juste plus de possibilités, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas ça qui te drive au quotidien. et en plus, tu vois, quand tu écoutes un peu les personnes qui ont réussi, après, chacun mettra le terme, la définition derrière son succès, mais le mot qui revient le plus, c'est la patience. Les mecs, ils ont été patients. Il n'y a rien qui s'est construit Mais pas parce en. que ils le font, comme je peux le faire. En fait, ça se fait naturellement, tu vois. Tu penses pas. Et la patience, en fait, elle est dingue parce que tu vois bien que tu n'arrives pas à apprendre tout ce que tu veux. Tu vois, pour ça que si je fais les podcasts, je te pose des questions, tout ça. En fait, la patience, elle est d'elle-même. C'est pas je choisis d'être patient. Hmm, C'est que j'ai pas le choix, en fait. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est que si tu fais les choses bien, ça prend du temps. Tu peux pas. Tu peux mettre 9 femmes enceintes en même temps. Il faudra 9 mois pour avoir un gamin. Tu vois, ça se fait pas en un mois. Il y a des choses, il faut, ça, il y a rien qui bat le temps. Tu vois, et d'ailleurs, bah, tiens, je vais le dédicacer, mais dans ton livre de Leader Project, tu en parles dedans. Bien Tu sûr. dis que quand tu as commencé au début, tu faisais pas ça pour l'argent. Mais j'ai jamais fait ça pour l'argent. Tu fais ça parce que tu étais passionné, tu as pris du temps, tu as recherché, tu as interviewé, tu as fait des trucs, machin, des trucs, tu t'es planté, tu as recommencé. Et ben moi, c'est pareil, c'est ce que je fais, et c'est ce que je continue, j'espère continuer à faire ça toute ma vie. Comment t'en es venu à t'intéresser à l'entraînement subconjonctif, je veux dire ça Mm. comme ça, à la mobilité, voilà. Mm. Parce que souvent, on devient un peu expert des problèmes qu'on rencontre. Mm. Mais est-ce que tu as eu Ouais, des problèmes? pas tellement. Moi, Mais alors, j'ai pas une grande est-ce que mobilité. tu as eu des proches qui ont eu des problèmes? Ouais, en fait, bah, c'est en Parce que fait. souvent, c'est que tu rencontres un problème, ou des gens rencontrent un problème, et le truc te passionne, et tu dis, tiens, on va tester, hop, ça marche. Et après, tu dis, putain, bah, finalement, je suis utile, hop, je continue, je continue. Alors moi, c'est assez simple. En gros, dès que je connais pas quelque chose, ça me passionne. Ça va assez vite, tu vois. Du coup, des fois, je dérive un peu sur plein de sujets. Donc, le corps humain, c'est le truc qui m'a le plus passionné, parce que je trouve ça tellement fantastique. Et puis, comme bah, déjà, j'interagis avec des êtres humains, je suis beaucoup moins passionné, par exemple, pour les animaux, tu vois. Mais les êtres humains, ça me passionne. T'aimes pas la bête? Je sais Ouais, la pas, bête. elle dort. Parce que ça fait que ça, les bêtes, tu vois. Fait que dormir. Mais en gros, les êtres humains, moi, ça m'a toujours passionné. Donc, tout ce qui touche à l'être humain, ça m'a passionné. Et quand je me suis rentré dans l'entraînement, bah, et que j'ai commencé à entraîner des athlètes et puis après à les soigner, ben, je me suis dit, OK, le muscle, ça va, je comprends, je vois à quoi ça ressemble et tout, mais c'est quoi, le truc blanc à côté, tu vois? Et on m'a dit, bah, ça, c'est le tendon. Et le tendon, ça réagit comment? Parce que moi, j'ai remarqué que quand je fais mes élévations, par exemple, mes flexions plantaires à la machine pour mes mollets,
Bah, mon tendon d'Achille, il est pas beaucoup plus fort. Pourquoi? Ça réagit différemment. Et là, tu cherches, et là, tu tombes sur des formations, et tu tombes sur, voilà, sur André Ospina, de ce qu'il parle. Tu dis, oh, lui, il dit des trucs, on m'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qu'il dit? C'est intéressant ou pas? Bon, bah, il faut payer pour savoir. Bah, tu payes, tu regardes. Et là, tu découvres un monde, où, en fait, tu te rends compte que tu connais rien, quoi. Et donc, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et aujourd'hui encore, tu creuses, hein. Et je vais creuser, je pense, Mais j'ai vu que tu avais une sorte de document sur le tendon, là, sur ton ordi, là. ouais, bah, j'avais fait, ça m'avait passionné parce que j'avais fait, du coup, toute une revue de la littérature. Donc, tout ce qui a existé jusqu'à, bah, du coup, je l'ai sorti en 2024, donc jusqu'à 2024. Justement, une synthèse de toutes les informations qui existent sur le tendon, sur le tissu conjonctif, pas vraiment que le tendon. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur le tissu conjonctif, comment le développer, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et ça, tu le proposes à la vente? Et ça, c'est à la vente. Ouais. C'est à la vente, Et tu le vends où? sur mon site, motiontherapyexpert.com. Donc, ça, c'est à la vente. Et, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que j'entends que tu n'as pas le temps de faire ces recherches-là et de tout lire. Mais par contre, tu peux prendre le temps de lire bon, c'est 80 pages quand même, mais il faut prendre le temps de connaître Ouais, ça. bon, ça me paraît pas déconnant. Non, non, bah, je pense que, honnêtement, par rapport, bah, c'est les retours que j'ai eus pour l'instant. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés au bout, tu vois, ça, c'est un truc, c'est fantastique aussi. Il faudra qu'on en discute. Les gens qui achètent et qui n'ont jamais ce qu'ils ont acheté. Mais, C'est faux, malheureusement. mais en gros, les gens qui sont arrivés au bout du truc, ah, ils disent, ouais, forcément, ça révolutionne un peu ma pratique. Ça révolutionne la pratique. Je pense que une fois que tu comprends, parce qu'en fait, pendant longtemps, on est comme ça et on se dit, OK, le muscle, faut renforcer le bon traitement, c'est le mouvement, c'est le renforcement musculaire, je renforce, je renforce. Et là, on te dit, en fait, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça, tu vois. Et là, tu dis, waouh, OK, alors comment je fais? Et là, du coup, bah, tu cherches, tu sais. Et il n'y a pas, et dans 5 ans, on découvrira d'autres choses et il faudra recommencer. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, tu vois. C'est qu'à l'heure actuelle, dans l'état des connaissances actuelles, bah, ce qu'on sait, c'est ça. Ce qu'on saura demain, on ne sait pas quoi. D'ailleurs, tu parlais de Kees Bar, Ouais. qui, a priori, de ce que je sais, fait pas mal d'études sur le collagène. Mm. Donc, je t'amène sur le sujet des compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires, tu vois, qui pourraient. On n'a pas de preuve là-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a C'est, l'impression que Bar, il recommande le collagène, le collagène, le collagène. tu sais, il y a des chercheurs qui recommandent beaucoup de choses et faut voir un peu les conflits d'intérêts. En vrai, honnêtement, ça peut pas te faire de mal. Ça peut peut-être te faire du bien, mais il n'y a aucune garantie. Et en fait, le problème des compléments alimentaires, c'est que, et on l'a vu par exemple avec la whey protéine et des choses comme ça, c'est que les gens ils pensent qu'en prenant simplement le complément alimentaire, ça suffit. Et du coup, ils oublient le reste. Moi, je suis pas contre les gens qui prennent du collagène en complément. Parce que, encore une fois, la science aujourd'hui n'a pas démontré l'effet de manière certaine, mais il y a des gens chez qui ça a marché. Dans les études, il y a des études qui montrent que les personnes qui ont pris du collagène ont eu de meilleurs résultats que ceux qui n'en ont pas pris. Donc, à l'heure actuelle, on peut pas dire que ça marche. Mais personne ne peut dire que ça marche pas. Donc, prends, mais fais aussi ce qu'on est sûr qui marche. Tu vois? L'effort. L'effort. Bah oui, mais du coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire un effort. Mais donc, c'est un peu le concept du complément. C'est un complément alimentaire et c'est de la sémantique. C'est dans le mot, quoi. C'est un complément. Ça peut pas être juste ça. Tu peux pas avoir une tendinopathie, dire je prends mon collagène et tout va bien se passer. Ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Par contre, ça veut pas dire que dans 5, 10 ans, on n'aura pas un moyen d'étude qui te dira, eh ben, en fait, le collagène, ça marche. Et si toi, bah, t'as pas voulu y croire, bah, c'est ton problème, tu vois. Il y a ceux qui ont besoin des preuves pour essayer, tu sais, et puis il y a ceux qui essayent et qui verront bien si ça marche. Moi, je suis plus de cette deuxième catégorie. On essaye, on voit si ça marche. Ça marche pas, bah, tant pis, tu vois. Mais ceux qui n'ont pas essayé et qui après se rendent compte que c'était en fait une bonne idée, bah, généralement, ils ont plus de regrets. Voilà. Le collagène, on sait pas sûr que ça marche. Mais personne peut dire que ça marche pas. En tout cas, c'est un goût délicieux. C'est à moitié. Ouais, je connais un gars qui en vend sur Superphysique. Oui, j'arrive au bout de mes questions, Val, pour ce premier épisode. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver? Tu parlais de ton site. Ouais. Donc, c'est motion-thérapie. Non, c'est tout attaché. Tout Motion, attaché. c'est déjà suffisamment long, j'ai pas rajouté de tiret. C'est motiontherapyexpert.com. Après, j'ai ma page Instagram. Donc, sur ton site, on retrouve quoi? Sur mon site, on va retrouver donc la possibilité d'avoir les suivis à distance, la possibilité de réserver les séances en présentiel pour ceux qui veulent, la possibilité de faire un consulting aussi. Parce que toi, aujourd'hui, tu fais surtout du présentiel, mais tu viens de lancer un peu un service à distance, Exactement. justement pour les gens qui ont des douleurs qui Mm. passent pas récurrentes, pour des Mm. gains de mobilité aussi. Mm. Bah, en fait, j'ai voulu compléter. Je me suis d'abord concentré sur le présentiel parce que c'est ce qui me touche le plus. Là, t'es un peu complet en présentiel. Et comme maintenant le présentiel fonctionne très très bien et que c'est complet, j'essaye du coup de diversifier un petit peu. En présentiel, t'es sur quelle région? Sur Nice, Nice, Monaco, Cannes, sur le sud-est de la France, à French Riviera.
Normalement, si on suit le truc jaune dans le ciel, on arrive à cet endroit-là. Il suffit d'arriver à cet endroit-là. Mais oui, j'exerce dans cette zone-là et j'essaie du coup d'exploiter mes services. Mais t'as pas beaucoup de place non plus. En fait, je veux pas beaucoup de place. Parce que si c'est pour faire de l'usine, c'est pas mon cabinet, ça m'intéresse pas. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'y passer du temps. On sortira le podcast, je sais pas si tu restera de la place. J'espère pas. Mais non, mais après il y a un renouvellement qui se fait, donc il y a toujours une possibilité. Mais oui, dans l'idée, moi j'évite de prendre. Et donc tu proposes aussi, tu disais ta revue sur le tendon sur ton site. Il y a la revue sur le tendon, j'en ai fait une sur les lésions myo-aponevrotiques. Donc c'est justement ces fameuses lésions à la fois musculaires et conjonctives. Il y en a une qui va sortir sur l'hypertrophie, il y en a une que j'ai fait du coup sur la mobilité et l'étirement. Et toutes ces formations, il y a des programmes aussi d'entraînement qui sont tous sur le site de motiontherapy.com. Et sur Insta, Motion Therapy Expert, pareil. t'as un podcast, Puissance et Santé. Ouais, Puissance Santé, le podcast. Là où j'essaie plutôt justement d'améliorer mes compétences, puisque j'essaie d'inviter des gens qui sont experts ou en tout cas reconnus dans un domaine pour diversifier. Donc toujours autour soit de l'entraînement, soit de la santé. Donc là, c'est sur le podcast. Et après, il y a la newsletter Human Better qui sort tous les dimanches. Et il y a enfin LinkedIn aussi. Et LinkedIn. Qui a ton nom? Qui a mon nom. Valentin. Là, pour le coup, voilà, c'est mon nom. C'est moi. Super. Et sur ce, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires, soit sur YouTube, soit via le lien contact dans la description. Et puis nous, on se retrouve de toute façon pour de nouvelles aventures très prochainement. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.